Bien, bonsoir, bienvenue. Merci d'être là, merci de nous être fidèles. Alors ce soir, c'est une séance découverte. On peut dire qu'on vous propose, on peut le faire parfois avec un coup de projecteur sur des noms, des œuvres un peu moins connues, voire méconnues. Donc ce soir, à l'honneur, c'est une cinéaste, puisque c'était aussi un signe des temps de remettre en lumière le travail de femmes réalisatrices. Et donc, vous allez voir que le cas de celle qui va être évoquée ce soir est particulièrement passionnant. Donc, ce sera celui de Binka Jeliaskova, cinéaste bulgare, qui a fait l'objet d'une rétrospective amorcée l'année dernière par le distributeur Malavida, et voilà, qui a permis qu'en France, on s'intéresse à son travail ces temps-ci. Donc, il y a eu des événements, des programmations, notamment au Festival de La Rochelle l'année dernière. On a souhaité s'y associer aussi à l'Unipop, et tout ça, c'est ressorti, ce travail de redécouverte. Il se trouve que notre invitée y a été beaucoup associée, elle a été très sollicitée. Je la remercie vraiment d'avoir aussi accepté de venir à Pessac en parler. Donc je suis ravie de vous présenter Eugénie Zvonkin. Donc Eugénie est professeure en études cinématographiques à Paris 8, historienne du cinéma, chercheuse, critique. Et elle est particulièrement spécialiste du cinéma russe, du cinéma soviétique, voilà, du cinéma de ces zones géographiques et linguistiques. Et c'est la deuxième fois qu'on l'accueille cette saison, en fait, puisque ceux qui étaient là avec nous le 30 novembre s'en souviennent. Elle nous avait éblouis par sa prestation d'interprète quand on avait eu la chance d'accueillir le grand cinéaste Andrei Zvyagintsev. Et voilà, je suis particulièrement contente de la recevoir à nouveau pour une conférence cette fois. Et donc, je vais lui laisser la parole. Eugénie, merci mille fois. Je te laisse la place. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup Audrey. Bonsoir à tous. Oui, alors si je peux me permettre d'ailleurs de rajouter cette petite note biographique, on en a parlé tout à l'heure avec Audrey, je suis très heureuse d'être là la deuxième fois effectivement cette saison parce qu'il se trouve que je suis, mes parents habitent à Gradignan, le Jean Eustache est mon cinéma quand je suis de passage dans la région de Bordeaux. Voilà, donc je suis très heureuse de venir ici et de discuter un peu avec vous de cette cinéaste bulgare. Alors, justement, effectivement, j'ai beaucoup aimé ce titre, donc découverte de la cinéaste bulgare Binka Jeliaskova. Et tout de suite, je vais commencer par quelque chose. On peut quand même s'interroger un peu. Pourquoi découverte ? Puisque cette cinéaste a eu un film au Festival de Cannes, en compétition officielle. Donc c'était Leur dernière parole, un film en 1973. Puis, quelques années plus tard, elle a eu un autre film qui s'appelait Le Grand Bain de minuit, en 1977, qui a été sélectionné à Un certain regard. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se dit, bah là, normalement, il y a de quoi faire en sorte que ça fasse normalement plusieurs décennies qu'on connaisse très bien cette cinéaste en France. Et pourtant, voilà, aujourd'hui, on a l'impression d'entièrement la redécouvrir. Donc, en l'occurrence, j'abonde complètement dans le sens de ce que vient de dire Audrey, c'est-à-dire qu'on a besoin, effectivement, d'aller rechercher ces cinéastes, souvent des cinéastes femmes, qui ont été bizarrement un petit peu oubliés dans l'histoire du cinéma, alors que pourtant, c'est quelqu'un qui a donc eu vraiment pignon sur rue, qui a été remarqué dans le plus grand festival du monde, et en particulier en France, et donc pourtant, on ne la connaît pas. Alors, donc d'abord, peut-être quelques mots pour vous parler de ses débuts. Alors, je fasse, voilà. Alors, tout de suite, le couple Binka Jeliaskova-Hristo Ganev. Alors, d'abord, Binka Jeliaskova, c'est qu'elle est née en 1923 et elle va rentrer dans l'Union des jeunesses ouvrières, qui est donc un mouvement qui s'appelle le RMC. Pour ceux qui ont vu le film tout à l'heure, vous avez eu beaucoup de mentions du RMC puisque les personnages principaux, justement, appartiennent à ce groupe dans le film de Nous étions jeunes. Et elle va donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, soutenir le mouvement partisan qui s'oppose en fait donc au régime étatique bulgare de l'époque qui soutient l'invasion nazie. Voilà, qui est du côté en fait de l'Allemagne nazie dans ce conflit. Donc voilà, elle commence par cette expérience d'investissement, d'engagement politique très fort, par une vraie prise de danger, donc très jeune, à 20 ans, et ça va la nourrir pendant toute sa cinématographie. On le verra plus tard. Quand la guerre se termine, donc la Bulgarie devient socialiste. Et donc, Binka Jeliaskova a normalement, on va dire, le parcours idéal pour devenir la cinéaste officielle du régime, puisqu'elle a justement ce parcours. Elle est passée par le RMC, elle a lutté contre l'Allemagne nazie. Donc,
Voilà. Elle va faire des études d'abord de théâtre à l'université de théâtre de Sofia, et puis elle va s'orienter vers le cinéma, en même temps que donc son compagnon, déjà à l'époque, Hristo Ganev, qu'on voit sur... Ah non, qu'on ne voit pas, mais qu'on va voir sur la photo. Lui part en Union soviétique, à Moscou, dans le grand institut de cinéma national, donc le VGIK, le VGIK. Il va étudier le scénario. Et quand il va revenir, ils vont co-réaliser leur premier film ensemble. Donc ce sera La vie s'écoule doucement, ou La vie s'écoule lentement en fonction des traductions. Donc voilà, je vous mets un tout petit peu juste sa filmographie. Vous voyez qu'elle n'a pas fait énormément de films dans son parcours. Donc en fait, la rétrospective, par exemple, à La Rochelle, où ont été montrés, je crois, 5 films, c'était déjà en fait une rétrospective très importante, puisqu'en fait, voilà, elle n'a pas pu beaucoup réaliser. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu pas mal de démêlés avec la censure. Et aussi qu'elle s'arrête de réaliser à un moment donné, j'y reviendrai à la toute fin peut-être de mon intervention. En tout cas, dès le premier film, elle va faire montre de 2 choses. D'une part, ça va être une collaboratrice fidèle, c'est-à-dire, vous savez, il y a des réalisateurs qui aiment bien changer d'équipe à chaque film, et il y a des réalisateurs qui aiment bien avoir la même équipe. Alors d'ailleurs, Andrei, avec qui on était là il y a quelques temps, je crois, vous en a parlé de ça, son équipe, il y tient beaucoup. Et ben, Binka Jelaskova, elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle va se constituer une équipe, elle va quand même changer un peu avec certains collaborateurs, mais beaucoup d'entre eux vont faire plusieurs de ces films. Donc juste pour vous donner quelques exemples, sur cette liste, si on regarde la filmographie, on a par exemple Simeon Pironkov, qui va être compositeur, qui est un compositeur, et qui va travailler sur Nous étions jeunes, sur Le ballon attaché, sur Leurs dernières paroles, sur La piscine et Le grand bain de minuit. Donc vous voyez en fait qu'il va travailler avec elle sur la plupart de ses longs métrages de fiction. On va avoir par exemple le chef opérateur, Vassil Kholeolchev, qui va faire ses 2 premiers films. Ensuite, par contre, elles s'en séparent, ils ne retravailleront plus ensemble, mais en tout cas, il fait ses 2 premiers films, donc ils se positionnent ensemble comme chef opérateur et réalisatrice. Un autre qu'on pourrait citer, c'est Dimitar Buynozov. C'est celui qui joue le personnage principal dans Nous étions jeunes, et il joue aussi un petit rôle dans La vie s'écoule doucement. Et des actrices, Emilia Radeva, qu'on voit dans La vie s'écoule doucement, dans Nous étions jeunes, dans Leurs dernières paroles, et Tsveta Maneva, on la verra tout à l'heure, je vous la montrerai, qui joue dans La piscine, dans Leurs dernières paroles aussi. Voilà, donc il y a comme ça une vraie file d'idées. Et donc, Hristo Ganev va faire tous ses films en tant que scénariste, tous ses films de fiction, parce qu'elle fait 2 documentaires, sauf Leurs dernières paroles, dont elle est scénariste elle-même seule, sauf Le ballon attaché, que vous verrez pour ceux qui resteront tout à l'heure, dont le scénariste en fait est l'auteur de la pièce dont est adapté le film. Donc voilà, ce qui explique que ce ne soit pas Hristo Ganev. Mais donc voilà, c'est quelqu'un qui va être très très fidèle en collaboration. Et donc l'autre chose qui va tout de suite marquer en fait son arrivée dans le cinéma, c'est les problèmes avec la censure, et qui vont en fait la poursuivre un petit peu. Puisque dès le début, c'est quelqu'un qui va faire un film assez étonnant en fait pour le parcours qu'elle a eu. Donc le premier long métrage qu'il co-réalise avec Hristo Ganev, où là je dis elle, mais en fait c'est eux, qui s'appelle La vie s'écoule doucement. Je vous propose peut-être qu'on regarde tout de suite un petit extrait. Je pense que la qualité de l'extrait, je m'en excuse, n'est pas dingue, mais je l'ai sous-titré pour vous parce que le film il n'est pas encore accessible en version sous-titrée du tout. Voilà, donc on commence vraiment au tout début du film. C'est pas les tout premiers plans. Il y a eu un petit bout de séquence avant que j'ai passé. On commence dans les montagnes avec des partisans. Donc vous voyez qu'il y a une vraie obsession là, avec des partisans pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un des partisans, ils sont cernés par leurs ennemis, et ils comprennent qu'il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie pour sauver les autres. Donc il faut qu'il attire le feu sur lui. Et donc on va voir cette séquence, et puis ensuite comment on bascule de ce moment-là vers l'année où se passe plus ou moins le film, c'est-à-dire justement les années 50, le milieu des années 50. Donc je veux bien qu'on passe le premier extrait. Merci. Voilà, alors... Donc, ce qu'on voit déjà de façon très, très forte, hein, donc c'est évidemment ce début. Alors, les mêmes obsessions, pour ceux qui ont vu le film Nous étions jeunes, hein, les mêmes obsessions sur les noms de code, sur voilà, les rapports amoureux au sein justement de ces groupes, voilà, militants, partisans ou RMC. Et
immédiatement, les cinéastes, en l'occurrence donc Hristo Ganev et Binka Jelaskova, articulent la grande histoire et l'histoire intime. Donc le destin brisé personnel et puis la grande geste de l'histoire dans laquelle ils sont pris. Et on voit aussi cette espèce de bascule impossible, c'est-à-dire que le récit est impossible. On voit ces moments extrêmement romanesques où le jeune homme se sacrifie, on voit leur visage complètement baigné de larmes, c'est très romanesque. Et puis, on bascule dans son récit, et même si elle est très prise dans le récit, elle va être interrompue assez brutalement par cette sonnerie. Et on voit bien les jeunes étudiants, donc visiblement, elle est venue soit témoigner devant les étudiants, je crois qu'elle est devenue prof. Et donc, ils se lèvent, ils sont un peu précipités, ils discutent, c'était l'époque. Enfin voilà, donc il y a une espèce de manière de ne pas être totalement sensible, au fond, à ce qu'elle leur raconte. C'est-à-dire que traduire l'expérience traumatique de cet engagement militant n'est pas possible. Donc on démarre finalement l'œuvre de Binka Jelaskova sur cette première forme de désillusion. Et c'est assez étonnant parce qu'elle est très en avance. On est en 1957, donc c'est le moment où, par exemple, pour comparer en Union soviétique, on est vraiment au tout début du dégel. Et donc, par exemple, cette forme de désillusion, on va la trouver plutôt dans les films du milieu des années 60, ou en tout cas du début des années 60, pas avant. On va trouver un certain nombre de cinéastes qui vont commencer à revenir sur un passé un peu romantisé, révolutionnaire, en disant que finalement les choses sont plus compliquées que ça. Et Binka Jelaskova, elle y va tout de suite là-dedans. Et donc, ce qui se passe dans le film, donc double désillusion, parce que non seulement traduire cette expérience finalement s'avère quasi impossible, même si on va voir qu'en fait au cours de son œuvre, Jelaskova elle-même va s'y employer de façon très très persistante, le traduire en cinéma. Mais en plus, ce groupe qui a été si soudé, elle parle de l'importance de l'amitié, que vraiment la seule chose qui les a fait tenir, c'était l'amitié. Et bien en fait, évidemment, ce qu'on va découvrir très rapidement, c'est que le temps est passé et que les liens d'amitié se sont distendus et que certains d'ailleurs ont trahi totalement leurs idéaux. C'est-à-dire qu'en fait, Jelaskova et Hristo Ganev constatent comme ça, de façon très très claire, dès ce premier film, que ces jeunes gens qui ont pu être capables de grands actes héroïques, une fois la République socialiste bulgare installée, ayant pour certains obtenu des postes à responsabilité, grâce en fait à ce passé, finalement trahissent leurs idéaux et deviennent, commencent à faire carrière comme tout le monde, à se comporter de façon tout à fait assez immorale. Et donc par exemple, on a ce personnage, pardon, à chaque fois je me tourne, mais merci, désolée. Nathalie, on a ce personnage-là qui est à droite, qu'on a vu au début, qui était donc un des partisans, et qui est obsédé par l'idée de mettre une grande statue dans la vallée où a eu lieu cet acte héroïque. Donc, au dépit de tout bon sens, mais il veut, lui, la gloire, il veut absolument cette statue, etc., etc. Donc voilà, lui, il est vraiment l'exemple de cette trahison idéologique. Et donc, dès ce premier film, en fait, Jelaskova et Hristo Ganev sont tous les deux donc censurés. Déjà, le film a mis plusieurs années à avoir le droit de se faire, parce qu'en fait, le scénario a été renvoyé plusieurs fois. On leur a dit retravailler. Finalement, on les a autorisés à tourner, à monter le film. Et une fois le film monté, il va être donc, comme on disait à l'époque, posé sur une étagère et il ne sortira qu'en 88. Donc donc c'est des débuts assez difficiles pour elle. Ceci étant dit, donc heureusement, elle pourra malgré tout continuer, puisque donc en 1960, dans un désir justement de donner à plus de réalisateurs la chance de tourner, on va lui redonner une chance. Donc c'est là qu'elle va faire Nous étions jeunes, qui lui va beaucoup mieux marcher parce que lui n'est pas interdit et qui plus est, il va donc au Festival de Moscou et où il obtient le Grand Prix. Donc pour le coup, à partir de là, ça sera un petit peu moins compliqué pour elle, mais malgré tout, plusieurs de ses films vont être censurés. Donc, en fait, dans tous ces films, on va retrouver justement ce regard critique sur la société bulgare. Alors, je vais essayer de ne pas trop déflorer le ballon attaché pour ceux qui veulent le voir tout à l'heure. Donc, j'en montrerai pas d'extrait, parce que pour ceux qui veulent, vous pouvez le voir en entier dans une très très belle version restaurée, bien sous-titrée, etc., sur grand écran. Mais donc, c'est un film très étonnant dans la filmographie de Jelaskova. C'est en fait l'adaptation d'une pièce de théâtre donc de Yordan Radchikov. Et Yordan Radchikov, c'est un peu le Ionesco bulgare, si vous voulez. Donc c'est pas du tout un cinéma réaliste, c'est très différent de ce que vous avez vu pour ceux qui ont vu Nous étions jeunes tout à l'heure, et des extraits qu'on verra par ailleurs aujourd'hui. C'est une sorte d'apologue
Ça se passe aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, donc on voit bien que l'obsession continue. Et il y a un ballon qu'on voit à l'image, là, un espèce de grand comme ça, un dirigeable qui apparaît. On ne sait pas trop ce que c'est, ni d'où il vient. Et donc cet objet étrange va immédiatement provoquer une série de convoitises des uns et des autres. Et ce sera en fait l'occasion de montrer en fait tous les travers de la société et la manière dont les uns et les autres vont très très vite pouvoir projeter dessus des rapports de pouvoir, des envies matérielles. Et donc voilà, comment cet objet pourtant non identifié et non identifiable tout à fait, va tout d'un coup provoquer une espèce de guerre entre clans, etc. etc. Donc ça, c'est une comédie, hein, c'est vraiment un film assez burlesque et grotesque, très, très original. Juste une petite image, quelques petites images. Voilà, ça c'est à gauche, c'est des plans du ballon attaché. À droite, c'est un très célèbre monument de Sofia, donc de Bulgarie, qui est un monument à l'armée soviétique. Et je ne sais pas si vous voyez un petit peu les proximités figurales. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles on a interdit le film, parce qu'on a considéré, voilà, que déjà que le film, on a considéré que plusieurs des personnages très grotesques, qui étaient des espèces de petits chefaillons dans le film, il y a des apparatchiks bulgares qui s'y sont reconnus. Alors, est-ce que c'était fait exprès ou est-ce que c'est parce que, en fait, juste, ils se sont reconnus parce qu'il y avait un peu d'eux sans faire exprès, hein, parce que tous les apparatchiks et tous les petits chefaillons se ressemblent, ça je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu des vraies vexations personnelles contre le film. Et puis voilà, on y a vu vraiment des éléments comme ça très critiques qu'on a vraiment détestés. Donc le film, lui aussi, va être posé sur l'étagère et ne sortira qu'en 89 en l'occurrence. Voilà, donc vraiment une cinéaste qui ne cesse pas en fait de critiquer la société bulgare et qui ne cessera pas d'ailleurs dans les années plus tardives, ce qu'on appelle le socialisme tardif. Et là, je voudrais bien qu'on voit un extrait. Je vérifie juste que j'ai rien oublié, mais je pense que c'est bien ça. C'est un extrait du film qui s'appelle La piscine, qui est un film magnifique de 1977. Et donc, je vais peut-être juste, avant qu'on montre l'extrait, que j'explique un tout petit peu le contexte, parce que là, ça vient vraiment du milieu du film. On va avoir trois personnages. Une jeune femme, qui est donc l'héroïne principale, qui est accompagnée d'un architecte, qui est plus âgé qu'elle, qui est devant, qui conduit la voiture, et d'un homme qui s'appelle Buffo. C'est en fait Kliment Denchev, c'est un artiste, performeur et réalisateur lui-même que Binka Jeleskova a introduit dans le film et qui a vraiment, je pense, qui a participé en partie au scénario en inventant entre autres des performances. Donc dans le film, c'est un personnage qui ressemble beaucoup au vrai Kliment Denchev. Et là, en fait, on va le voir. En fait, il a un projet un peu fantasque. Il a décidé d'enregistrer des silences au lieu d'enregistrer des interviews de gens. Voilà, je vous laisse regarder l'extrait puis on en parle après. Donc, évidemment, j'ai laissé exprès jusqu'à la fin de cette remarque finale bien envoyée par Denchev. Donc, le grand respect envers les médias. Tu viens avec un micro, on ne te demande pas d'où tu sors et pourquoi tu as le droit de poser cette question. On s'exécute. Et donc, alors pourquoi ce projet d'enregistrer des silences la mère de cette jeune femme est journaliste télé. Et dans une séquence préalable, on la voit en fait aller chez un homme qui a vécu beaucoup de choses. Elle essaie de l'interroger sur son passé et il refuse de parler. Et c'est une forme de résistance de sa part, c'est-à-dire qu'il refuse de rentrer dans le discours lissé des médias, dans le discours justement assez creux de ce socialisme tardif. Et il répond par une épaisseur de silence. Et donc c'est de là que vient l'idée de dire, eh ben en fait, oui, plutôt que de parler, et si on se taisait. Et donc évidemment avec toute cette manière de déplier les silences dans leur multiplicité. Et vous avez bien vu dans la liste qu'ils ont dressée, il y a des silences de domination, de dominant et de dominé, de peur, comme il y a évidemment aussi le silence de la gêne, le silence amoureux, etc. Donc en fait, on va tous les énumérer et on voit bien voilà que il n'y a pas un seul silence, comme il n'y a pas qu'une seule parole, et qu'en tout cas le silence peut être une vraie réponse à du discours tout fait, voilà, qu'on débite comme ça dans les masses médias envers les Bulgares de l'époque. Voilà, donc on voit bien comment Jeleskova, dans tous ses films, continue constamment en fait, à pointer du doigt les choses et voilà, à les exposer à la fois avec humour et puis avec, de façon quand même assez précise, voire un peu cruelle par moments.
Alors, d'ailleurs, oui, je ne l'ai pas dit là, mais ça se voit, je pense que l'extrait a été tourné en partie en caméra cachée. Hein. Enfin, c'est-à-dire que Denchef va vraiment vers les gens, c'est pas des acteurs. Donc on voit bien que là, ils réagissent, ils répondent pas, et certains répondent. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose presque d'une manière de capter quelque chose de la société de l'époque dans le film. Un dernier exemple, sans que je montre d'extrait, mais donc c'est le Grand Bain de minuit 1980. Qui est un film en fait qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui partent tous les étés passer les vacances d'été ensemble et puis ils s'ennuyant ils vont finir par inventer une sorte de jeu assez cruel et dangereux qui va d'ailleurs assez mal se terminer mais voilà, l'un des sujets principaux du film, tel que l'énonçait Jelaskova elle-même, c'était de savoir qu'est-ce qui est pire, la mort physique ou la mort de tout idéal. C'est-à-dire qu'en fait, elle montre comment, finalement, la situation extrême dans laquelle va se retrouver le groupe va montrer une perte d'idéal, une perte une déperdition dans les rapports humains entre ces personnages. Et donc, c'est ça qui va au fond l'intéresser le plus. Donc, toujours pointer du doigt, finalement, c'est cette désillusion qui va traverser tous ces films. Voilà. Alors, autre point qui me semble absolument crucial dans le cinéma de Jelaskova, c'est, alors moi je l'appelais un cinéma de suspense moral, on pourrait le dire autrement, mais je dirais que c'est une obsession qu'elle va partager avec un certain nombre de cinéastes de l'après-guerre. C'est au fond pas seulement de parler justement de la Seconde Guerre mondiale, elle va beaucoup en parler, hein, puisque plusieurs de ses films en parlent, mais c'est aussi savoir ce que ces situations-là nous font à nous. Je reviens sur Nous étions jeunes, que vous avez été plusieurs à voir tout à l'heure. Nous étions jeunes, c'est pas... je trouve qu'une des choses les plus poignantes dans le film, c'est ce que ça fait, en fait. Le soupçon, la peur de l'extérieur, c'est-à-dire la peur d'être découvert, d'être arrêté, torturé, fait à l'intérieur du groupe. Et d'ailleurs, l'héroïne va le dire à plusieurs reprises. Elle va dire... Le pire, c'est qu'on ne peut plus se faire confiance entre nous. Le pire, c'est qu'on n'a plus confiance les uns dans les autres. Et d'ailleurs, l'histoire d'amour entre elle et Dimo devient un peu impossible, pas parce qu'ils ne s'aiment pas, ils s'aiment très clairement, mais parce qu'ils ne peuvent pas totalement se faire confiance. Donc, il y a quelque chose de ce qui obsède Jelaskova, c'est qu'est-ce que ça nous fait à nous. Et donc, de ce point de vue-là, il y a le film Leurs dernières paroles qui est très fort. C'est donc un film qui, là encore, se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le film se situe dans une prison de femmes qui ont été arrêtées par les pouvoirs pour être soit des résistantes, des partisanes, des membres de RMC. Et donc, on va accompagner comme ça le parcours de plusieurs femmes qui sont toutes dans la même cellule. Et à un moment donné, l'une d'entre elles, au tout début du film, assez tôt dans le film, va être sortie de la cellule par l'espèce de chef local qui lui dit qu'il va aller la pendre parce qu'elle a été dénoncée pour propos inacceptables au sein même de la cellule. Et puis il va renoncer au dernier moment, et quand elle revient, c'est un moment tout à fait poignant, parce qu'en fait au début elle refuse, toutes les femmes se précipitent vers elle pour l'enlacer, parce qu'elles sont heureuses de l'avoir en vie, et elle met un temps en fait à pouvoir finalement accepter ce geste de leur part, parce qu'elle croit qu'elles l'ont dénoncé, qu'elles l'ont trahi, et donc elle refuse, en fait, elle refuse complètement le contact, et puis elle finit par céder, par pleurer, parce qu'elle se rend compte de ce que vient de faire cet homme-là, que son but n'était pas de la pendre, mais bien de semer en fait la discorde entre elles, de semer le doute. Alors, de ce point de vue-là, moi je voudrais vous montrer un petit extrait de ce film. Alors, c'est un extrait qui se situe vers la fin du film. Donc d'ailleurs, là, c'est Tsveta Maneva qu'on a vu à l'image, que vous allez voir dans l'extrait, qui joue dans la piscine, la mère journaliste. Ici, elle joue un rôle tout à fait différent. Elle joue une enseignante qui a été arrêtée par les pouvoirs, et qui, comme elle refuse en fait de dénoncer qui que ce soit, de se mettre à table, etc., pour lui mettre la pression, toujours le même chef de la prison, le chef de la milice, on va dire, a fait arrêter tous ses étudiants en disant si tu ne parles pas, on va faire un sort à tous tes étudiants. Et donc le dialogue que je vous montre vient juste après. Alors l'extrait est sous-titré en anglais, j'espère que ça va aller. Si je vais vous résumer sinon le contenu brièvement à la fin. C'est juste que, comme je le disais, malheureusement plusieurs des films de Jelaskova sont quasi inaccessibles, ou en tout cas inaccessibles avec une traduction française. Donc voilà, là j'ai préféré vous le montrer que de pas vous le montrer. Donc on regarde l'extrait.
Bon, alors, est-ce qu'il y a besoin que je résume un petit peu le dialogue ou... Oui, un peu. Il vaut mieux. Donc voilà, donc on a vu passer tous ces étudiants. Elle finit par dire: vous avez arrêté tous mes meilleurs étudiants. Et l'homme lui répond: on n'a pas besoin des bons, on n'a pas besoin qu'ils soient bons, on a besoin qu'ils soient obéissants. Et elle dit étudiant obéissant, prof obéissant, un peuple d'esclaves, c'est ça que vous voulez. Et puis donc les étudiants sortent. Et il lui dit: voilà, c'est la dernière sonnerie à sonner, c'est votre dernière occasion. Vous allez disparaître, parce qu'en gros, elle va être exécutée. Et tout continuera comme si vous n'avez jamais existé. Voilà, et ces perroquets-là, on leur apprendra à répéter ce qu'il faut répéter. Et il lui dit: de toute façon, regardez, vous pouvez rien faire, vous êtes derrière les barreaux. Et là, elle lui répond: oh, ça dépend, tout est relatif. De mon point de vue, à moi, c'est vous qui êtes derrière les barreaux. Et c'est très beau parce qu'en fait, la mise en scène, tout d'un coup, change complètement et en fait, fait en sorte qu'elle ait raison, puisque donc la caméra se retrouve derrière elle et qu'on voit en fait cet homme pris donc entre des barreaux qui sont devant lui et derrière lui. Donc voilà, elle lui dit finalement que tout est dans l'esprit. Elle se sent libre, même derrière les barreaux, et lui, peut-être qu'il ne l'est pas. Donc en tout cas, elle le regarde et il est derrière les barreaux, évidemment, et il se vexe et dit: ah oui, d'accord, je vois, bon bah, ok, donc ça veut dire, voilà, je peux plus rien faire pour vous, vous allez être exécuté. Et il sort, et on voit bien que la manière dont se referment toutes les grilles et les portes avec le grand bruit métallique viennent renforcer cette idée justement qu'on ne sait pas qui est derrière les barreaux, en tout cas peut-être au fond pas elle. Donc voilà, il y a une manière comme ça du film assez belle de lui donner raison in extremis, alors que dans toute la séquence jusque-là, on était on la voyait justement se saisir des barreaux, derrière les barreaux, et puis on voyait les autres jeunes gens aussi encadrés par les policiers derrière les barreaux. Et donc tout d'un coup, voilà, cette bascule vient nous dire quelque chose d'une victoire morale, même si c'est évidemment une victoire morale qui ne sera pas suivie d'une victoire réelle, puisqu'elle ça va pas bien se terminer pour elle. Alors, est-ce que je voulais donner d'autres exemples sur cette histoire de Jordana Parole? Non, je pense que en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de ces films. En tout cas, voilà, cette manière d'interroger toujours ce que nous avons au fond de nous et comment nous pouvons résister, ou parfois nous ne sommes pas capables de résister justement aux injonctions d'une époque, aux injonctions d'obéissance. D'ailleurs, là-dessus, vous verrez un autre extrait un peu plus tard. J'en reparlerai, où on voit justement ça. Alors, l'autre point qui me semble très important, alors je l'ai appelé des jeunes filles intrépides, c'est que tout le cinéma de Željazkova est traversé par ce personnage de la jeune fille, presque encore adolescente, très très jeune, qui courageuse, qui se lance comme ça dans la vie, qui se lance des défis, qui prend des risques. Envers et contre tout. Et donc c'est vraiment, là encore, une vraie caractéristique de l'œuvre de Željazkova. Donc en fait, là je vous la montre dans Le Ballon attaché, parce que vous allez voir, en fait, dans Le Ballon attaché est un film assez masculin, c'est surtout des personnages hommes, mais il y a à un moment donné un surgissement assez incroyable d'une jeune femme, et qui un peu ce personnage justement de jeune fille intrépide qui va traverser ce film. Et justement, en la voyant apparaître, on se dit: ah oui, vraiment, Željazkova ne peut pas faire un film sans cette figure-là dans son film. Alors, évidemment, dans Nous étions jeunes, c'est les deux jeunes femmes, puisqu'il y a donc l'héroïne principale, qui est jouée par Romiana Karabelova, mais il y a aussi Tsveta, donc cette jeune fille handicapée, qui est un personnage tout à fait incroyable. On va en reparler, je pense, mais c'est vraiment... je pense un des personnages les plus frappants peut-être du film. D'ailleurs, l'actrice qui la joue, pour la petite histoire, Ludmila... Alors, là, je vais le lire parce que j'ai peur de vous dire une bêtise, parce que c'est vraiment un nom... C'est Tchechmedjieva. Voilà, même moi j'achoppe une fois de temps en temps. Donc Ludmila Tchechmedjieva, donc en fait elle va devenir une grande star après ça. Là dans le film elle est encore très jeune, elle n'est pas du tout connue, et en fait ensuite elle va devenir une actrice et chanteuse très connue.
Donc voilà, deux jeunes filles intrépides dans Nous étions jeunes, mais également donc dans chacun des films. Alors dans Leurs dernières paroles, vous avez compris que de toute façon c'est voilà, plusieurs personnages femmes très importants. Et là je vais revenir à la piscine. Vous avez déjà vu cette jeune fille d'ailleurs qui avait dit, qui avait un peu provoqué l'architecte. Vous vous rappelez dans l'extrait que je vous ai montré, elle avait dit le silence gêné d'un homme un peu plus âgé devant une jeune fille arrogante. Donc c'est ça, la jeune fille intrépide. Là je vais vous montrer comment la cinéaste l'introduit dans le récit. On va prendre, alors c'est pareil, c'est pas les toutes premières minutes du film, mais on n'est pas loin du tout, on est peut-être à 5-6 minutes du début du film. On démarre avec cette jeune fille qui vient de finir l'école, donc le lycée, et elle attend qu'on vienne la chercher pour l'emmener en fait à une fête de fin, voilà, une espèce de bal de fin d'études de lycée. Et sauf que le jeune homme qui devait venir la chercher et dont elle est un peu amoureuse l'a oublié. Voilà. Et donc on va voir l'extrait tout de suite. Voilà, donc voilà, magnifique. Donc déjà, vous avez vu quand même la vivacité avec laquelle elle se défend donc face à cet affront que lui a fait le jeune homme qui n'a pas l'air hyper désolé. Et elle lui dit « Je ne suis pas un gant, un parapluie pour m'oublier, je ne suis pas un objet ». Elle renvoie, mais il y a vraiment cette magnifique phrase avec sa mère. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue, donc c'est Tsveta Maneva qu'on vient de voir en enseignante dans Leurs dernières paroles. Donc là, elle joue la mère et qui ne se rend pas tout à fait compte de ce qui se joue pour sa fille, tout juste sortie de l'adolescence probablement. Et elle lui dit « Tu sors ?» Non, je ne sors pas, j'entre dans la vie. Voilà. Et donc, voilà, une espèce de déclaration très très puissante qui arrive dans les 10 premières minutes de film. Et donc, on voit bien voilà, que cette jeune fille intrépide va aller se lancer donc, dans la vie et évidemment elle va rencontrer en se lançant dans la vie ces deux hommes avec lesquels on l'a vu pendant l'extrait du silence, avec lesquels va se former une sorte de triangle amoureux. Je pense que vous en étiez un petit peu douté sur l'extrait précédent. Et peut-être là, je vais déjà dire quelque chose aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de thématiques, mais peu de cinéma. Et en fait, je me dis, il faudrait en parler plus quand même, parce que c'est vraiment une manière de filmer tout à fait incroyable. Je pense que dans tous les extraits que je vous ai montrés, vous avez vu que Jelaskova, c'est une espèce d'artiste incroyable du portrait. Elle adore les très gros plans, elle adore s'approcher vraiment très près de ses personnages. Et là, d'ailleurs, c'est assez beau, cette caméra qui va suivre ses gestes un peu affolés quand elle s'habille, très énervée, très en colère. On voit presque pas d'ailleurs ce qu'elle fait par moment. Donc on peut vraiment s'approcher, presque à frôler la peau des personnages. Et puis, par moments, on s'écarte. Et on s'écarte, alors que ce soit pour tout d'un coup comprendre justement cette grande geste de l'histoire dont je parlais tout à l'heure. On l'a vu dans le premier extrait, La vie s'écoule doucement. Au moment où tout d'un coup le jeune homme mourait, la caméra comme ça s'élève, s'écarte, et donc tout d'un coup on a l'impression de rentrer dans l'histoire aussi par ce mouvement de caméra qu'on retrouve beaucoup dans Nous étions jeunes, pour ceux qui l'ont vu tout à l'heure. Et puis, parfois aussi, on peut s'écarter pour tout d'un coup donner une image poétique globale de ce qui se passe. Et donc, évidemment, le film s'appelle La piscine. Et donc, elle dit « Je rentre dans la vie ». On a tous ces gens voilà, qui vont aller se lancer jusqu'au plongeon. Voilà, qui est une espèce de métaphore visuelle magnifique de ce plongeon auquel elle se prépare. Et là, je voudrais qu'on enchaîne sur un autre petit extrait du début, un tout petit peu après, vraiment très peu de temps après, toujours elle à la piscine où elle va justement rencontrer l'architecte. Voilà, je vous laisse regarder puis on commente. Voilà, donc c'est dit, puisque c'est interdit, je vais le faire. Alors, oui, donc parce que effectivement, juste avant ça, l'architecte fait référence au fait qu'il a arrêté Michaud. Michaud, c'est le fameux jeune homme qui a oublié l'héroïne chez elle, et il débarque à la piscine. Elle est planquée en haut justement de cette voilà, tout là-haut pour pas être vue, et il commence à monter. Et elle demande à l'architecte qui est là, empêchez-le de monter, et il met un carton disant c'est en réparation. Et donc le jeune homme redescend parce que lui, il obéit aux injonctions. Et donc après ça, justement. Ils ont ces discussions qui nous renvoient encore à cette thématique justement du suspense moral ou des enjeux moraux en nous. Et vous voyez ce que se disent ces deux personnages. En fait, l'architecte, quand il monte, il lui propose tout de suite de jouer un jeu des questions. Le jeu des questions consiste à ne jamais répondre de façon affirmative, mais répondre à une question par une question. Donc déjà, ça c'est assez beau, parce que c'est quand même une manière de justement refuser de clore le débat, refuser d'être dans l'idéologie, refuser de savoir, au fond, de ne faire que de s'interroger l'un l'autre. Et donc, ils se parlent comme ça, beaucoup en questions. Et lui dit, alors vous vous torturez comme ça pour chaque truc, voilà, pour chaque question. En fait,
Elle découvrira un peu plus tard que cet architecte, c'est un homme assez malheureux parce que donc il est veuf et sa femme est décédée, mais surtout il est un peu écarté du travail d'architecte qu'il anime parce qu'il a eu un grand projet et que sur ce projet on lui a demandé de céder sur des choses auxquelles il tenait, qu'il a refusé par principe, et que donc voilà, il a été écarté. Encore une manière de évidemment montrer tous les dysfonctionnements de cette société du socialisme tardif, voilà, où en fait les choses sont empêchées, l'acte créatif est empêché. Mais aussi, donc il lui répond, c'est pas que je me torture, mais c'est qu'en fait, il faut chercher des réponses en soi et ne jamais les accepter de personne, sauf du destin éventuellement. Voilà, mais donc de personne. Et donc évidemment, quand il lui laisse ce mot en lui disant c'est interdit, il y a le gros plan sur le mot interdit. Elle froisse le mot et elle va se lancer définitivement, elle aussi, en bravant tous les interdits. Voilà, que ce soit dit. Alors. Donc, l'autre chose, en fait, là, vous avez bien vu ces personnages féminins, mais je dirais que même plus largement, c'est le destin des femmes qui obsède pas mal, en fait, Jeliaskova. Donc, dans leurs dernières paroles, comme je vous avais dit, c'était un parcours comme ça de plusieurs femmes enfermées dans la même cellule, et le film s'ouvre sur l'accouchement. C'est Tsveta Maneva qu'on a vu tout à l'heure, donc l'enseignante, elle est enceinte et le film commence par son accouchement. Et donc il y a un bébé qui est aussi une fille et toutes les femmes dans la cellule. Là encore, sur les questions de liberté intérieure ou de contrainte extérieure, c'est assez fort puisque, en fait, pour égayer cette cellule dans laquelle elles sont enfermées, les jeunes femmes vont la décorer avec des dessins pour que l'enfant grandisse dans un décor qui ressemble en fait à l'enfance. Et donc les murs, au fur et à mesure du film, vont se couvrir de petits dessins naïfs et très colorés. Voilà. Alors qu'il se passe des choses par ailleurs pas du tout à fait réjouissantes, mais il y a une manière vraiment de vouloir résister à cette contrainte par une résistance intérieure. Et cette obsession pour le destin des femmes, elle va continuer chez Jeliaskova, en particulier avec les 2 documentaires. Donc tout à l'heure, je vous avais dit qu'elle avait fait surtout des films de fiction, mais elle a fait 2 documentaires. Donc c'est Nanina et puis c'est Lice et Opoko, ça veut dire en gros les 2 versants de la médaille. En fait, c'est très intéressant parce qu'elle s'y intéresse justement après avoir fait leur dernière parole. Leur dernière parole, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une prison gérée par le régime pro-nazi. Mais en fait, Jeliaskova va se rendre compte, enfin en tout cas va s'intéresser aux prisons contemporaines en Bulgarie, donc à la fin des années 70, début des années 80, et elle va se rendre compte de tout ce qui se passe là-bas, en particulier qu'on éloigne les enfants, très souvent qu'on prend les enfants aux femmes pour les placer ailleurs. Donc voilà, Nanina, qui a été traduit comme Lullaby, ou donc berceuse, c'est un documentaire qui porte spécifiquement sur ce sujet. Et donc l'autre documentaire va porter sur plus généralement la vie des femmes en prison en Bulgarie. Voilà, et donc ce sont des films où elle va aller se préoccuper de ces destins de ces femmes qui ont du mal à pouvoir garder leur fonction de mère, qui se confrontent à tout un tas de difficultés, et elle va avoir à cœur de le montrer dans ses films. Et donc autre exemple, alors là les images sont en noir et blanc alors que le film est en couleur, mais je n'ai pas trouvé de belles images de bonne qualité en couleur, donc j'ai préféré prendre celle-là. C'est donc un téléfilm qu'elle réalise donc, à la fin des années 80, en 87, qui s'appelle La nuit sur les toits. C'est en fait un téléfilm en 2 épisodes, c'est 2 fois 70 minutes. Et donc c'est l'histoire d'un appartement. Vous savez, c'est les appartements communautaires où en fait il y a plusieurs familles qui habitent chacune dans une pièce. Et donc, il y a 2 Nadiejda qui cohabitent dans cet appartement, entre autres personnages. Donc, Nadiejda en bulgare et en russe, ça veut dire l'espérance. Donc, c'est pas anodin non plus. Et en fait, vraiment, ces 2 femmes, une jeune et une plus âgée, qu'on vient de voir à l'image, vont venir un peu d'abord se confronter. Et puis l'une, justement plus fougueuse, la jeune, va aller nourrir finalement de sa fougue et de son intrépidité la plus âgée, qui était très enfermée sur elle, très désillusionnée de la vie, et donc elle va lui insuffler une espèce de second souffle, voilà, qui est aussi donc du coup cette idée très présente chez Jeliaskova. C'est un peu ce qui se passe aussi dans la piscine, dans la rencontre entre l'architecte et la jeune fille, mais donc là c'est 2 femmes en l'occurrence. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très présent dans son cinéma. Alors, parlons un petit peu quand même aussi justement des questions d'esthétique et de construction de la narration.
Donc, alors moi je propose de dire entre le cinéma de genre et le cinéma poétique, parce que je trouve que c'est une des forces de ce cinéma qui a fait que moi j'ai vraiment eu un coup de foudre pour Jelaskova quand je l'ai découverte. C'est justement que c'est un cinéma qui n'hésite pas à aller emprunter ou à aller jouer avec des codes de cinématographie très différentes. Et là, je vais peut-être vous montrer. Alors, du coup, on a sauté un extrait, Nathalie, je pense que tu t'en es rendu compte. Voilà, on va tout de suite regarder le tout début. Donc, c'est l'extrait numéro 7. Donc, le tout début de Nous étions jeunes, que voilà, vous avez pour certains vu tout à l'heure. Voilà, et on va le commenter après. Alors, je trouve que cette séquence est tout à fait exemplaire en fait de ce que fait Jelaskova. Donc, ça commence avec cette sirène qui se déclenche, et donc qui est donc la sirène évidemment d'un possible bombardement. La ville se vide. On voit ces oiseaux qui s'envolent et les plans des oiseaux sont remontrés plusieurs fois, donc dans une espèce de geste de montage extrêmement libre, très poétique, très franchement poétique. C'est-à-dire que là, on croirait, je sais pas, du cinéma poétique, on croirait du Germaine du Lac, je sais pas, voilà. Et puis, on va découvrir cet espace complètement transformé parce qu'il est vidé. Et donc, que vont traverser ces deux personnages comme ça, de bout en bout, pour venir se rencontrer dans une configuration, j'espère que vous serez d'accord avec moi, qui, moi, me fait penser beaucoup au western. Donc, grands espaces vides. Bon, c'est en ville, ça devrait être à la campagne si on était dans le western ou dans une petite bourgade. Mais on voit bien que la manière dont on crée les horizons, la manière dont on place la caméra, et à la fin, cette rue, comme ça, dans toute sa longueur, on voit apparaître à l'autre bout ce jeune homme dont on ne sait pas d'ailleurs si c'est menaçant. Il y a une petite musique qui vient comme ça ponctuer justement cette émotion, un stress potentiel, potentiellement un danger. Voilà. Et donc, et évidemment, les gros plans sur les mains. Alors là, c'est pas des revolvers qui portent, mais un journal et une fleur qui sont leurs signes distinctifs. Mais on voit bien qu'on n'est pas très loin de la main qui tremblote au-dessus du revolver dans un western. Donc il y a vraiment une manière de prendre des codes de cinéma préexistants pour aller jouer avec, mais tout en les utilisant vraiment à la perfection. C'est-à-dire qu'en fait, elle maîtrise parfaitement le geste. Donc pour ceux qui ont vu le film tout à l'heure aussi, il y a une séquence que je trouve absolument incroyable. C'est la séquence de l'explosion ratée. Où tout est vraiment minuté, c'est vraiment une séquence d'action mise en scène à la perfection. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait faire du cinéma de genre. Quand elle veut faire du cinéma de genre, elle fait du cinéma de genre, et elle le fait très bien, en s'appuyant vraiment sur les codes cinématographiques, en se les appropriant, les adaptant à la situation, puisque donc ce bombardement, justement, cette explosion n'a pas lieu dans la fameuse séquence d'action suspendue qui ne va pas aboutir. Et ici, donc voilà, elle joue, c'est presque un peu ironique, parce que donc d'ailleurs, la pauvre jeune femme, elle est tellement stressée qu'elle a complètement mangé sa fleur, etc. Elle oublie le mot de passe, bon voilà. Mais il y a vraiment une manière de dire à la fois je peux utiliser ça, et à la fois je peux me permettre des gestes d'une grande liberté cinématographique, comme ce montage des oiseaux. Il y a un autre passage que je trouve très très beau dans le film, c'est un passage où on voit, alors je ne sais pas si on a le temps de le voir, parce que le temps commence à manquer, j'ai encore tellement de choses à vous voir que je veux vous montrer. Je réfléchis 2 secondes pour savoir si je vous le montre ou pas. Non, je pense que je ne vais pas vous le montrer, mais je vais vous le résumer, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez vu le film tout à l'heure. C'est ce moment incroyable où il y a l'héroïne avec sa belle-sœur qui sont en train de parler. Et il y a Dimo qui parle avec le mari donc de la belle-sœur. Et il parle de la difficulté justement d'avoir une relation d'amour, d'être liés les uns aux autres, alors que tout les sépare, et entre autres le danger, justement le danger de leurs actions militantes les sépare. Et ils sont censés être dans des lieux totalement différents. Et sauf que Jelaskova se permet de les mettre dans un même studio. Et en fait, dans un panoramique, elle va aller chercher un duo, puis l'autre. Et donc, c'est très fort puisqu'il parle de ce qui les sépare, mais aussi de ce qui les unit. Et elle décide comme ça, dans un geste de grande liberté, totalement non réaliste, voilà, de montrer que dans un même mouvement de caméra, dans un même espace cinématographique, elle les a réunis. Eux, elle les tient ensemble une dernière fois avant que tout se délite. Donc voilà, des gestes comme ça, elle peut se les permettre. Et en même temps, voilà, elle est capable de faire des séquences d'action parfaitement maîtrisées. Donc c'est pour moi une des choses qui vraiment la distingue beaucoup.
Et l'autre chose, c'est évidemment, alors moi j'appelle ça le lyrisme assumé, c'est-à-dire que c'est quand même une grande amoureuse de l'amour. Dans tous ces films, il y a des histoires d'amour incroyables, et c'est vraiment une cinéaste qui sait, je trouve, filmer merveilleusement l'élan amoureux. Et là, pour le coup, c'est des séquences que je voudrais vous montrer parce que c'est des films beaucoup plus rares, donc que vous n'avez pas vraiment l'occasion de voir. Donc je propose qu'on voit l'extrait du coup numéro 9, La vie s'écoule doucement. Donc c'est en fait pendant qu'on voit justement la génération un peu plus âgée, ceux qui ont été partisans et tout ça s'entre-déchirer parce que voilà, ils ont un peu perdu leurs illusions, il y a quand même un jeune couple qui tombe amoureux et qu'eux sont encore plein d'espoir pour l'avenir, et c'est cette séquence là que je vais vous montrer, qui est un peu le seul moment d'espoir du film en fait, mais voilà, où il y a justement cet élan amoureux qui est parfaitement montré. Donc on peut regarder l'extrait. Voilà, donc évidemment, l'étourdissement amoureux fait cinéma. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment de très touchant. Évidemment avec la musique de Simeon Perenkov, toujours, qui est donc son fidèle compositeur. Et alors, ce qui me frappe aussi dans son cinéma, c'est que justement, il y a toujours cet aspect très ludique. C'est-à-dire que c'est à la fois lyrique et ludique. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver en fait dans tous ces films. Voilà, donc tout d'un coup, ils sont dans une aire de jeu pour enfants. Et il y a quelque chose à la fois de très enfantin et donc évidemment d'amoureux, voilà, de cet étourdissement amoureux qui va les rapprocher l'un de l'autre. Donc voilà, ce plan final, on les voit tourner ensemble et on voit le ciel et les arbres qui tournent au-dessus d'eux. Alors, dans Nous étions jeunes, il y a aussi ce lyrisme tout à fait assumé. Et alors, je dirais qu'en fait, le cinéma de Binka Jelaskova, tout en étant extrêmement pudique, est un cinéma où il y a par moments de la sensualité, vraiment. Et bon, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, vous me le direz, mais dans Nous étions jeunes, par exemple, c'est vraiment les grands moments d'émotion presque érotiques. C'est évidemment ces moments où il y a les feux, comme ça, donc les lumières qu'utilisent les jeunes RMC là, pour aller se balader dans la ville. Et donc, quand ces feux se rencontrent et se mettent à se caresser comme ça très timidement, on a l'impression vraiment d'un effleurement amoureux. Et donc, il y a voilà, une manière de rendre très, très présent le sentiment et l'émotion amoureuse, tout en étant malgré tout très pudique, parce qu'évidemment, il n'est pas question de montrer non plus grand-chose. Voilà, et donc on le retrouve évidemment ce motif du faisceau lumineux. De toute façon, le thème en fait de la lumière et de l'obscurité, je pense que vous l'avez vu, est quelque chose qui traverse tout le film. Voilà, cette idée de la lumière qui vient pointer dans l'obscurité malgré tout. Et donc voilà, on le retrouve à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, là, je vais en profiter parce que j'ai aussi mis les photos, les images de ce moment de ballet, qui est un autre grand moment d'échec pour Dimo, puisque donc il voulait lancer les tracts et vous rappelez. Il se laisse distraire par la beauté du spectacle, alors qu'il n'avait jamais été au ballet de sa vie. Ça, c'est aussi très, très caractéristique de Jelaskova. C'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans Le ballon attaché, que vous verrez peut-être tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle oppose toujours le regard poétique qui acceptent les choses dans leur gratuité et dans leur pure beauté, et un regard utilitaire. Et donc, au fond, on voit bien dans le film que même si Dimo, en fait, va se sentir très, très coupable d'avoir oublié de lancer les tracts, elle est complètement de son côté. Elle est même très contente qu'il ait oublié, la cinéaste, parce que pour elle, c'est la bonne chose à faire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se laisser absorber par la pure poésie du moment, et c'est tant mieux si on peut encore se laisser absorber par ce moment-là, et oublier qu'on était venu dans un but tout à fait utilitaire. Et dans Le ballon attaché, c'est tout le temps opposé, justement. Un regard comme ça, très poétique, très gratuit, très libre sur cet objet dérivant qui ne sert peut-être à rien d'autre qu'à nous faire rêver. Et voilà, la manière dont les uns et les autres vont essayer de s'en saisir, de le percer, de se l'approprier pour l'utiliser à quelque chose ou pour démontrer leur pouvoir et leur puissance. Voilà. Donc ça, c'est pour Nous étions jeunes. Et donc, il y a... Parlant de sensualité, il y a une autre séquence que je vais vous montrer parce que je pense que c'est vraiment une séquence incroyable dans la piscine. Donc la jeune fille, vous l'aurez compris, hésite très longtemps entre les deux prétendants. Elle finit par se décider et c'est la séquence qu'on va voir. Je vous laisse la regarder et après on parlera de cette invention totalement improbable de Jelaskova pour la montrer. Donc c'est l'extrait, pardon parce que j'en ai sauté quelques-uns, c'est l'extrait numéro 12.
Alors, c'est pas mal, hein, quand même. En fait, donc pour contextualiser un peu, mais j'ai fait exprès de ne pas expliquer parce que je trouve ça tellement incroyable, c'est plus sympa de le découvrir directement. C'est évidemment l'autre prétendant, donc Buffo, ce fameux artiste plasticien, inventeur, qui a donc inventé un nouveau projet et qui a donc rempli une pièce entièrement de ballons. Et puis finalement, c'est dans cette pièce remplie de ballons que vont faire l'amour l'architecte et la jeune femme. Mais donc voilà, vous avez vu d'abord la manière dont il va s'approcher d'elle en faisant éclater les ballons avec sa cigarette. Et puis c'est une manière très maligne de pas trop en montrer, de ne montrer que ce qu'elle veut nous montrer, parce que du coup ça cache tout à fait adroitement des choses qu'on n'est pas censé voir, et ce qu'on voit finalement nous permet de comprendre ce qui se passe et pas trop en voir quand même. Et puis en même temps, voilà, c'est une incroyable sensualité, donc ces ballons qui volent, qui éclatent. Et à la fin, à la place du feu d'artifice Hitchcockien, on a donc cette échappée de ballons, voilà, de Gileskova. Donc je trouve que ça se vaut. Voilà, donc grande scène sensuelle de Gileskova, comme quoi elle en est parfaitement capable. Et que c'est vraiment quelque chose qui est très très présent dans son cinéma, ce cinéma de grande amoureuse. Alors, pour finir, j'avais envie de faire un petit écart pour comparer justement les allers-retours, en fait, les influences mutuelles. Alors, quand je dis, là, c'est peut-être un peu trop de dire cinéma bulgare, cinéma soviétique, parce que c'est surtout Gileskova elle-même, et c'est surtout autour de ses premiers films. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'a interpellée en voyant ces films, sur justement comment ça circule entre le cinéma soviétique, dont évidemment, elle est inspirée. Christo Ganev, il a quand même étudié à Moscou, donc évidemment, tout ça est très présent. C'est la République socialiste bulgare, donc il voit beaucoup de films soviétiques. Donc ça se nourrit, mais en fait, je pense qu'il y a aussi des allers et retours, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle a pu impacter certains cinéastes. Je vais vous montrer un petit peu ensuite. Donc pour commencer, évidemment, c'est Quand passent les cigognes. C'est celui qui s'est imposé en premier. Donc c'est un film de 1957, c'est la même année dans laquelle elle et Ganev co-réalisent La vie s'écoule doucement. Et donc déjà, première chose, si on compare Tatiana Samoylova, donc la star de Quand passent les cigognes, et Romiana Karabelova, la star de Nous étions jeunes, tournée en 1961, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve qu'il y a quand même une ressemblance assez frappante. Donc, première, il me semble, source d'influence assez évidente. Et puis, en fait, si on regarde La vie s'écoule doucement, il y a donc déjà, comme j'ai dit, ces plans très rapprochés, cette manière de s'écarter avec des plans beaucoup plus larges, mais la caméra est beaucoup moins virevoltante que ce que vous avez vu dans Nous étions jeunes, où vraiment il y a une caméra qui s'envole, qui va monter, redescendre, s'emballer. Peut-être le moment le plus grand emballement, c'est encore celui qu'on vient de voir là sur l'aire de jeu. Et encore, en fait, l'emballement, il est plutôt convié par la rapidité du montage, par les acteurs, par le décor, par les machines qui tournent, enfin le fait de faire tourner le tourniquet, plus que par la caméra elle-même, qui ne se déplace pas tant que ça, alors que dans Nous étions jeunes, qui est donc un film que réalise Gileskova après avoir vu Quand passent les cigognes, c'est présent. Et on sait bien à quel point en fait, le duo Mikhail Kalatozov, le réalisateur de Quand passent les cigognes, et Sergei Roussevski, le chef opérateur, à quel point ce duo a influencé en fait tout le cinéma, on va dire, du bloc de l'Est. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez frappant. Alors, je ne sais pas si on n'a peut-être pas besoin de voir les extraits. Je pense que beaucoup d'entre vous voient un peu cette caméra très virevoltante qui monte dans l'escalier, qui redescend. Et on voit bien comment on le retrouve dans Nous étions jeunes, en particulier. Alors tiens, c'est peut-être le dernier extrait qu'on verra aujourd'hui, mais on va quand même le regarder, celui-là. Voilà, donc je voulais que vous voyez cette espèce d'envolée comme ça, complètement gratuite de la caméra, et qui pour moi vient vraiment de Roussevski. Donc cette manière de tout d'un coup dire, tiens, je vais pouvoir monter, redescendre, et donc évidemment, vous vous rappelez, après ça s'emballe, elle va de plus en plus vite. J'en profite pour dire que donc évidemment cette jeune femme Tsveta, là, qui est donc un de ces personnages de jeune fille intrépide, qui va d'ailleurs mal finir, comme beaucoup de ces personnages, pas tous, mais beaucoup, est aussi une artiste, et que donc là encore on a un regard très aigu, que c'est presque un peu une espèce d'alter ego de Gileskova, puisqu'elle regarde la société bulgare pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, et elle semble, l'air de rien, y voir toutes les strates de la société, voir tout ce qui se joue là, même en sous-main, parce que ça a l'air d'être une belle journée ensoleillée, mais on voit bien les saluts nazis, etc., etc. Donc on aperçoit tout un tas de choses. Voilà, et donc évidemment, cette caméra qui bouge,
Autre référence assez directe, Roussevski était obsédé par l'utilisation de caméras, donc l'inversion, le fait de montrer le négatif à l'image. Et donc, en fait, c'est tout à fait ce qui va se passer dans Nous étions jeunes. Ça, c'est un exemple assez connu de Soikuba, où là, il y a aussi un personnage qui meurt et qui voit voilà, toute l'image apparaître en négatif. Et en fait, Gilles-Escova le fait dans Nous étions jeunes. Mais donc, quand je dis que ça va aussi dans l'autre sens, je pense à un film qui s'appelle L'enfance d'Ivan d'un certain Andrei Tarkovsky, qui est réalisé 1 an après Nous étions jeunes. Et regardez, dites-moi si vous ne trouvez pas qu'il y a une espèce de similitude entre ces deux séquences. Je vous ai prélevé juste quelques plans, mais ça vaudrait le coup de regarder évidemment les séquences en entier. Entre ces actrices également. Donc, en fait, et là, pour le coup, en fait, je pense qu'il y a des bonnes raisons de penser qu'il aurait pu voir le film. Il tourne en 61. Le film, Nous étions jeunes, est montré en 61 au Festival de Moscou. Il obtient le Grand Prix. Voilà. Et donc, alors, que Tarkovsky ne l'ait jamais cité n'est pas une surprise, parce que Tarkovsky ne s'est pas souvent référé à beaucoup d'autres cinéastes que lui pour expliquer qu'il l'avait influencé. C'était pas trop le genre du personnage, tout génie qu'il était. Donc voilà, il me semble que c'est tout à fait probable. Autre exemple du même film, on a dans l'enfance d'Ivan, le jeune Ivan qui se retrouve dans une église où sont passés les nazis, où on a exécuté des jeunes gens qui ont écrit sur le mur « Nous sommes tant de personnes, l'aîné à 19 ans, on va tous nous exécuter ». Et évidemment, séquence finale de Nous étions jeunes, avec donc la jeune femme enfermée, avec marqué donc tout un tas de choses, et RMC, et on s'appelle comme ci, comme ça, ne nous oubliez pas, etc. Donc voilà, quand même, je pense des bonnes raisons de penser qu'il y a eu potentiellement un visionnage, et donc peut-être une inspiration directe. Mais plus largement, je dirais que Gilles-Escova partage avec les cinéastes soviétiques un certain nombre d'obsessions. Donc c'est justement cette obsession entre l'histoire privée et l'histoire, la grande histoire, dont on a parlé au tout début, et en fait, par lequel elle rentre dans sa cinématographie. C'est aussi justement l'idée de cet enjeu moral. Va-t-on céder ou pas aux injonctions extérieures? Et c'est cette question aussi de l'inachèvement. Vous avez vu, dans Nous étions jeunes, elle est très très obsédée par cette idée. Elle dit ils n'ont pas eu le temps d'aimer jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose qui est un leitmotiv dans le cinéma soviétique d'après la Seconde Guerre mondiale. Il y a même un film en 68 qui va sortir de Léonid Oseka qui s'appellera « Celui qui reviendra aimera jusqu'au bout ». Donc pourra finir d'aimer, voilà, parce que les autres qui sont partis, qui sont morts à la guerre, ils n'ont pas pu aller au bout de ce qu'ils avaient à vivre. Voilà, donc voilà, elle partage avec eux un certain nombre d'obsessions qui sont probablement logiques pour les gens qui ont vécu d'une manière ou d'une autre cette période traumatique. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que ça va dans les deux sens. Et donc je pense, moi, qu'elle a potentiellement influencé Andrei Tarkovsky. Pour conclure simplement, en 1990, la Bulgarie cesse d'être la République socialiste de Bulgarie, puisqu'il va y avoir les premières élections multiparties. Et on aurait pu espérer que la cinéaste, dont les films sont sortis donc de l'étagère progressivement entre 88 et 90, continue à faire des films, mais étrangement, son dernier film date de 90, elle n'en fera plus aucun autre dans la période en fait de d'après. Est-ce que les choses changent trop vite? Est-ce que voilà, je ne sais pas très bien comment on peut l'expliquer. D'ailleurs, les connaisseurs bulgares ne s'expliquent pas forcément non plus ce silence, à part que je crois qu'elle a eu une maladie assez grave assez rapidement après, donc bon, finalement, elle s'est écartée aussi du cinéma. Mais je pense qu'elle n'a pas non plus su peut-être comment s'adapter à cette nouvelle période. Et elle va décéder en 2011 sans avoir fait aucun autre film, donc ça restera définitivement une cinéaste de la période socialiste de la Bulgarie. Mais voilà, j'espère vous avoir convaincu qu'on avait envie de voir pas un, pas deux, mais tous ces films. Et voilà, on espère que d'autres sortiront sur les écrans en France. Merci de votre attention. Merci Eugénie. C'était une formidable découverte. Merci pour ta présentation passionnante. Oui, alors il y a 4-5 minutes. Si certains ont envie de poser des questions, on peut éventuellement en prendre. Oui, j'arrive. Question brève, réponse brève, je pense. Quels sont les films qui ont été présentés à Cannes? Je ne crois pas que vous l'ayez précisé. Si, c'était Leur dernière parole. Donc film de 1973, et Le Grand Bain de Minuit 1980. Donc Le Grand Bain de Nuit était à Un certain regard, et Leur dernière parole, c'était dans la sélection officielle. Voilà. Donc...
Vous avez expliqué, alors merci pour cet exposé, votre enthousiasme vraiment communicatif. Vous avez expliqué qu'elle s'est heurtée souvent à la censure. Est-ce que c'est une censure que politique ou de nature morale également ? Et quand un film se heurtait à la censure, est-ce que le film n'est pas du tout sorti, mis sur l'étagère et sorti tardivement, ou est-ce qu'il fallait refaire un montage on va dire, qui est adapté. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une version après sortie avec les scènes qui auraient pu être coupées au montage? Voilà. Oui, c'est une très bonne question. En fait, en général, dans ces cas-là, il y a, en fait, de toute façon, les films sont très rarement, dans les pays, on va dire, du bloc socialiste, sont très rarement acceptés tels quels directement. C'est vraiment rarissime. Même les films les plus à succès, en fait, on va très régulièrement leur dire de modifier ci ou ça. Donc, voilà, la version vraiment d'auteur existe pour très peu de films. Et en fait, elle existe parfois, d'ailleurs, plus souvent pour des films qui ont été complètement interdits et qui ont pu être restaurés dans la version d'auteur au moment de la perestroïka, c'est-à-dire à la fin des années 80. Pour elle, en l'occurrence, il y a quand même des films qui sont sortis à l'époque. Donc, par exemple, Nous étions jeunes. La piscine aussi, c'est sorti. Et donc, non, elle ne les a pas restaurés dans des versions d'auteur. Et pour, par exemple, La vie s'écoule doucement, d'après ce que je sais, il n'existe pas de différentes versions. C'est-à-dire que la seule qui existe, c'est, je pense, une certaine version où, à un moment donné, le dialogue en fait, entre les organes de censure et l'équipe du film s'arrête. Parfois parce que l'équipe du film va dire stop, parfois parce que c'est les organes de censure qui vont dire non, mais en fait, stop, on arrête, on range le film et on va passer à autre chose. Voilà, sachant que c'est évidemment très très différent de la situation, par exemple, soviétique, où il y a énormément de films qui se font à la même période. Là, par exemple, le studio Boyana, qui est donc le grand studio de Sofia, c'est à peu près 25 longs métrages de fiction par an. Donc ils ont quand même plutôt intérêt à ce que les films finissent par sortir. Il faut vraiment, pour que les films qui sont vraiment pas sortis, sont pas très nombreux. Et c'est vraiment les films qui ont posé le plus de problèmes. Donc c'est Le Ballon, c'est La vie s'écoule doucement. Et je pense que c'est tout. Ce qui vraiment a été interdit. Les autres, en fait, après des difficultés, ont fini en général par sortir, même modestement, parce que c'est trop coûteux. Vu ce que vous investissez, si vous faites que 25 films dans le plus grand studio du pays par an, vous ne pouvez pas trop vous permettre de ne pas du tout les sortir après. Oui, une dernière question. Bonsoir. Justement, quel était le financement pour les films ? Totalement étatique. Oui, d'ailleurs, c'est toujours, moi je précise toujours ça, je dis là organe de censure pour aller vite, mais en fait, il faut toujours penser que nous, quand on pense organe de censure en France, on ne pense pas du tout à la même chose. En France, il y a aussi une censure, elle intervient tout à fait à la fin du film quand on lui donne un visa et qu'on lui attribue une catégorie d'âge. Mais c'est quelque chose qui intervient de façon tout à fait indépendante de la production du film. Dans le contexte en fait, socialiste du bloc de l'Est, il y a en fait, c'est les mêmes organes qui financent et qui censurent. Et ils font les deux en même temps. Donc c'est pas du tout un processus distinct de la production. Comme je disais, par exemple, pour La vie s'écoule doucement, il se passe, je crois, 2-3 ans avant qu'ils autorisent au tournage le film. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, les deux co-réalisateurs rendent le scénario, on leur dit « revoyez votre copie », ils repartent travailler, « revoyez votre copie ». Et donc pour autoriser le tournage du film, qui est donc fait sur fond étatique, purement, il faut que l'organe, par exemple en l'occurrence le studio, l'organe de censure, de production, disent oui, en fait. Donc c'est pas des processus distincts. Donc c'est une très bonne question. Il faut qu'on les pense comme un même mouvement. Bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Eugénie. Merci. Merci à vous.